Dans l'après-midi du 1er août 1914, les populations de toutes les communes de France sont alertées par le tocsin de leur église. Le président de la République, par décret, vient d'ordonner la mobilisation générale. Au total, la guerre a fait près de 10 millions de tués au combat, 9 millions de victimes civiles et 20 millions de blessés. Aucun conflit dans l'histoire n'a été aussi meurtrier. Proportionnellement, c'est la France qui a été le plus touchée et qui, aujourd'hui, se souvient. Sur les lieux de mémoire, 20 jeunes étudiants en journalisme redécouvrent l'histoire de cette grande guerre en parcourant le front. Réunis par l'association Sur les pas d'Albert Londres, le groupe est composé de Français, d'Allemands, de Belges et d'un Colombien. Encadrés par des professionnels, ils forment une petite rédaction internationale qui, durant l'été 2014, a réalisé des reportages vidéo, radio, nourri un site web, écrit des articles. Une aventure journalistique inspirée des écrits d'Albert Londres sur cette guerre. C'est à Reims qu'Albert Londres signe son premier reportage lors de la destruction de la cathédrale. Les jeunes Allemands Asata, Kirsten et Thibaut reviennent sur cet épisode. La cathédrale de Reims est en feu. C'est le journal Le Matin qui fait circuler cette nouvelle le 21 septembre 1914. Le journaliste vichysois Albert Londres a vécu l'attaque allemande. Il décrit l'incendie de l'emblème français dans son article « Ils ont bombardé Reims ». En bombardant l'un des bâtiments français les plus importants et symboliques, les Allemands font du bruit. Pendant la Grande Guerre, la cathédrale médiévale fut gravement détruite. Jean-Pierre Bourreux, historien rémois. La cathédrale de Reims a commencé à être sérieusement détruite à partir de septembre 1914, puisque les Allemands qui occupaient les collines autour ont bombardé et que des obus incendiaires sont tombés sur la façade. La façade comportait des éléments de protection des sculptures qui ont immédiatement pris feu, mettant le feu à l'ensemble du bâtiment. La reconstruction de la cathédrale commence en 1919. Quasiment tous les bâtiments du centre de Reims sont alors en ruine. La cathédrale de Reims est également appelée cathédrale martyre. Le bombardement allemand a été vécu comme une humiliation du peuple français. L'article sur la destruction de la cathédrale marque le début de la carrière journalistique d'Albert Londres. Le vichysois va devenir l'un des plus grands reporters de guerre et inventera le reportage, témoignage subjectif et vivant. Ce voyage sur les lieux de mémoire nous mènera de la Belgique à Strasbourg en passant par les villes-étapes d'Arras, Laon, Nancy, accueillis dans des lycées ou des internats. 3 minibus, pilotés par des encadrants, permettront tous les déplacements. Ypres, sur le front des Flandres, en Belgique, sera la première plongée dans la Grande Guerre. La Belgique, qui s'est trouvée, malgré elle, impliquée dans le conflit le 4 août 1914. 100 ans après, jour pour jour, c'est le début de notre itinérance. C'est ici en effet que les Britanniques et leurs alliés français se sont heurtés aux forces allemandes et c'est en avril 1915 que ces dernières utilisèrent pour la première fois les gaz asphyxiants. Visite au Grand Musée in Flanders Fields d'Ypres. Comment se confronter à une réalité que l'on n'a pas connue? Le musée d'Ypres, en Belgique, joue la carte de l'interactivité pour recréer une proximité entre l'histoire et la sensibilité du public. Avec les années, les liens familiaux entre les combattants et les générations des années 2000 se sont effilés. Pour frapper les esprits des visiteurs les plus jeunes, de nombreux témoignages authentiques ont été confiés à des comédiens. Le 17 octobre. Âge, sexe, lieu de résidence, le visiteur enregistre son profil sur un bracelet électronique qui lui donnera accès à un contenu multimédia personnalisé au cours de la visite. Le touriste devient son propre guide. Je recevais des informations en fait, à différents points sur des jeunes filles qui avaient la vingtaine comme moi et ça m'a vraiment permis de mettre en parallèle mon existence actuelle qui se passe très bien, sans guerre, sans problème et de voir comment ces personnes-là, à 20 ans, elles ont été confrontées à la guerre, comment elles ont dû affronter ça et comment elles ont réagi et ça me questionne et je me dis tiens, comment moi j'aurais réagi à cette période-là.
Le reportage se poursuit avec l'interview de la responsable du musée et Rémi, de son côté, réalise un reportage radio sur l'utilisation des gaz. Radio Albert Londres. Radio Albert Londres. Lors de la deuxième bataille d'Ypres, les Allemands utilisent pour la première fois les gaz de combat toxiques. Un siècle plus tard, des soldats et des populations civiles sont encore touchés par ces armes. C'est ce que nous rappelle Pierre Servant, lieutenant-colonel de réserve de l'armée de terre et spécialiste des conflits. La chimie s'étant développée depuis la Première Guerre mondiale, les produits sont encore plus sophistiqués et s'attaquent encore plus rapidement au système nerveux. Donc ils ont gagné en capacité de diffusion et en capacité de destruction des systèmes nerveux des êtres humains. Donc ils sont encore plus meurtriers. Les seuls épisodes militaires que je connaisse où il y a eu l'utilisation de l'arme chimique, c'est l'année dernière donc en Syrie. C'est l'utilisation par Saddam Hussein contre le village kurde, donc je crois que c'est en 88. Et puis pendant la guerre Irak-Iran, où l'Irak là aussi a utilisé assez largement son armement chimique. En 1997, la Convention sur l'interdiction des armes chimiques est entrée en vigueur. 190 pays ont ratifié le traité. Suite aux pressions de la communauté internationale, la Syrie, détentrice d'armes toxiques, a ratifié la Convention en octobre 2013. Tous réunis au cours de conférences de rédaction, c'est l'occasion de faire le point de la journée et de lancer des débats. L'échange du moment est sur le thème du patriotisme. Est-ce que vous seriez prêt à mourir pour votre pays? Est-ce que dans ce cas-là, si on n'a plus vraiment de patriotisme, est-ce qu'une guerre est possible sans le patriotisme? Notre génération va peut-être connaître un peu plus de, entre guillemets, patriotisme européen, avec les échanges, alors que les anciennes générations sont peut-être trop fermées sur les pays. When I'm in New Zealand, I get seen more as a German, perhaps, and here maybe more as a Kiwi. It sort of depends, but and it also depends who I'm with. In New Zealand, the Second World War, they make jokes about it, which is very strange for me. Mais maintenant, on voit le patriotisme en quelque sorte revient lors, par exemple, la Coupe du Monde. On voit tout le monde avec le maillot bleu, blanc, rouge. On sent vraiment cette désir d'appartenance en fait. Par contre, en Belgique, j'estime que c'est bienvenu de montrer un petit peu de fierté, puisque notre histoire, vu notre histoire et la situation actuelle, nous, on a besoin de gens qui sont fiers de leur pays. Je pense que le patriotisme disparaît d'année en année. Avec tout ce qu'on a accès aux universités, à plein de choses, donc je pense que les jeunes, ils vont plus vers ça que défendre le pays, c'est plus vraiment une priorité. Alors il y a beaucoup des variables qui sont mises dans l'idée du patriotisme. C'est pas assez simple que ça, c'est pas seulement un sentiment individuel. Et si on prend le cas des États-Unis, l'administration Bush qui décide d'envahir l'Irak pour des raisons qui étaient obscures et parfois fausses. Enfin, disons que les gens n'ont plus forcément confiance et n'ont plus envie de faire des guerres pour des raisons qui ne sont pas toujours justifiées, quoi. Arras aujourd'hui. Il fait beau en ce mois d'août 2014. L'insouciance d'un dimanche ordinaire et nos jeunes reporters profitent de la fête sur la place principale. Mais en 1917, une grande partie de la ville est totalement dévastée. Elle a perdu la quasi-totalité de sa population. Un an auparavant, la bataille de la Somme, dès juillet 1916 en Picardie, implique 30 nationalités de combattants. Tout visiteur sur ces lieux de mémoire passe par l'Historial. Rémi raconte. L'Historial de la ville de Péronne propose d'aborder depuis 1992 l'histoire à travers une vision humaine. On est capable de montrer une histoire telle qu'elle a été vécue par le soldat. Donc pas uniquement la grande histoire officielle, mais aussi comment la petite guerre de chaque individu a été vécue dans la grande guerre. La nouvelle scénographie, voulue par les conservateurs, place les visiteurs face aux armes de guerre. Chacun peut ressentir l'angoisse d'être exposé aux tirs des balles ennemies. Le visiteur peut circuler entre le front et l'arrière pour découvrir la vie des soldats et la vie des populations civiles. La Somme a concentré plus de 30 nations combattantes ici et c'était un vrai défi que d'arriver à les présenter de manière objective et de manière systématiquement comparée. L'histoire comparée est une véritable révolution dans les musées. Elle permet de montrer à la fois le côté français et britannique, donc des alliés, et le côté allemand,
Pour cela, on a exposé systématiquement, pour le même thème, les 3 nations sur des étagères qui permettent de voir vraiment les ressemblances et les différences. Pour les combattants de chaque pays étranger engagés, qui luttèrent tous avec bravoure, la première motivation est la reconnaissance ou l'honneur de la patrie. Au total, 416 000 Australiens et 128 000 Néo-Zélandais seront volontaires ou mobilisés sur tous les fronts. C'est à cette époque que ces 2 pays se forgèrent véritablement leur identité de nation. Et c'est une histoire émouvante qu'a vécue Barbara, une de nos jeunes journalistes, au terme du reportage qu'elle a voulu réaliser sur ces Australiens. Over the course of 4 years, thousands of young Australians and New Zealanders came to Europe to fight for the Allies. 75,000 of them died in the various battlefields. The Battle of Fromelles on the 19th of July 1916 was the worst night in Australia's history. Lambis Inglesos is a retired art teacher and amateur historian from Australia. He has spent a lot of time studying the battlefields where it took place. So now we are standing in no man's land. It is peaceful now, but these are the fields of death. And the Australian line began at those high trees, but the majority of those buried at VC Corners Cemetery were gathered from these fields after the war. 250 Australian soldiers were reinterred here in 2010, thanks to Inglesos and his team, who discovered a long-forgotten mass grave. Using DNA tests, 144 of the 250 have been identified so far. A lot of people think that this has been a waste of money. I don't see it that way. I believe we have that moral obligation. If you can find your war dead, you must do it. They cannot be an inconvenience. As the old museum of Fromelles was no longer big enough, a new one opened next to the Pheasantwood Cemetery on the 30th of June this year. And actually, we have a project on our website. You can contribute to make our collection, our stories collection grow, and having contribution, if you have a letter, if you have a picture or a story concerning a soldier who fought in Fromelles or who was in Fromelles between these 4 years of the Great War, you can share it with us. By talking to her family and consulting various archives, our young reporter from New Zealand was able to find out where her great-great-uncle was buried. After buying some flowers, she ventures to Bienvillers-aux-Bois to find his grave. He had died in the Battle of the Somme when he was only 23 years old. It means a lot to me to be here today. Dans la région d'Albert, les sites de mémoire sont nombreux qui témoignent de la Grande Guerre, comme ce rendez-vous de tous les Britanniques que nous fait découvrir Assata. Au mémorial de Thiepval, on commémore l'offensive franco-britannique de la bataille de la Somme de 1916. Un cimetière militaire français et anglais se trouve à ses pieds. Le monument a été inauguré en 1932. C'est le plus grand monument à la mémoire des soldats britanniques disparus pendant la Première Guerre mondiale. Il accueille chaque année 150 000 visiteurs, dont 90% de Britanniques. My son said, to celebrate your birthday, being an old soldier, I'll take you to the battlefield. I've spoken to people whose fathers and brothers have was lost in the war. Even widows, you know, who they were so in love with their husbands, they never married again, you know. Vous êtes sur le point de pénétrer dans un lieu sacré, dit le message d'accueil. L'équipe fait un détour à Beaumont-Hamel, où l'on commémore le lourd tribut qu'a payé le petit territoire de Terre-Neuve. 710 morts lors de l'offensive de la bataille de la Somme. Africains, Australiens, Terre-Neuviens, mais aussi Chinois. En raison d'une grave pénurie de main-d'œuvre, les Alliés firent appel à un grand nombre de travailleurs étrangers. Yael et son équipe nous racontent leur histoire. À Noyelles-sur-Mer, en Picardie, le plus grand cimetière chinois d'Europe abrite 838 tombes,
où reposent des travailleurs morts durant la Première Guerre mondiale. Un épisode de l'histoire encore méconnu du plus grand nombre. La plupart des personnes enterrées ici furent enrôlées en 1917 par l'armée britannique. Ces ressortissants chinois espéraient combattre, mais finalement, des tâches pénibles et dangereuses leur ont été assignées. L'arrivée des Chinois par le train à Noyelles-sur-Mer, et aussitôt ils ont été mis au travail, il n'y a pas eu tant de repos. Ils ont travaillé dans les bois, ils travaillaient dans les fermes, une ligne de chemin de fer. Ces ouvriers chinois, on les appelait les coulis. La majorité d'entre eux sont morts de la grippe espagnole. Cette période de l'histoire reste un sujet sensible pour la population de Noyelles-sur-Mer. Grâce au centenaire de la Première Guerre mondiale, touristes et villageois portent davantage d'intérêt au récit de cette tragique histoire. Et chaque année, en témoignage de cet épisode douloureux de l'histoire de la Grande Guerre, une délégation d'officiels chinois fait le déplacement pour honorer ces 838 Chinois perdus en terre française. Et pour en savoir plus sur cette incroyable histoire oubliée, lisez l'article de Marie et Hélène sur le site de Sur les pas d'Albert Londres. Vous y trouverez aussi de nombreuses autres enquêtes et photos sur tous les sujets de cette itinérance. Pourquoi préférons-nous la paix à la guerre? Au centre des valeurs de la société, la guerre, comme épisode nécessaire et inévitable, va faire de moins en moins consensus au XIXe siècle. Elle est représentée par ses conséquences les plus atroces pour les hommes, les animaux, la nature. C'est Anna Lena qui s'est intéressée aux représentations de la guerre dans l'art. Guerre franco-prussienne, guerre d'Espagne, guerre nucléaire. De la glorification au désenchantement. Le soldat idéalisé, fier sur son cheval, l'épée au poing, descend de son piédestal. Aujourd'hui, la violence et l'atrocité passent au premier plan dans l'art. De 1800 à nos jours, la guerre a toujours marqué les artistes, qu'ils soient acteurs ou témoins. La rétrospective du musée du Louvre-Lens témoigne d'un mouvement de désillusion des sociétés face à la guerre. Les artistes ont participé à cet élan en choisissant de montrer l'horreur sans tabou. Au travers des 400 œuvres, le spectateur se surprend à devenir acteur de ces conflits et témoin de la tristesse des hommes. Au quotidien, les instantanés de souffrance et de violence ont fini de changer notre vision de la guerre. 200 ans après, le désenchantement est définitivement ancré dans la société. Certaines œuvres contemporaines nous invitent maintenant à prendre du recul. Après le camp de base d'Arras, direction Laon et installation au lycée. En 1917, la guerre s'éternise. Dans les tranchées, on ne sait même plus très bien pourquoi on se bat, pour quelle cause et pourquoi tant de combattants du bout du monde viennent se faire tuer en terre française. Au fameux chemin des Dames, le général Nivelle imagine une formidable offensive qui va se terminer par un échec sanglant. Des milliers de morts, les premières mutineries et les fusillés pour l'exemple. On imagine mal ce qu'a été cette véritable boucherie dont les traces restent visibles presque 100 ans après. Suzon et son équipe ont recueilli le témoignage d'un agriculteur. Mon père me disait, dès qu'il y avait un petit caillou, dès qu'il y avait une petite pierre, dès qu'il y avait une anomalie, on la ramassait, on la mettait sur le côté. Donc la terre, c'était du velours. Mais la guerre arrive et le village de Craonne, situé sur le front, est entièrement détruit. Les sols aussi sont ravagés. Certaines zones, appelées zones rouges, n'ont toujours pas été réhabilitées pour l'activité humaine. Ainsi, des morceaux de barbelés sont parfois avalés par le bétail et chaque année, Noël perd une de ses bêtes. À cause de ces résidus, les animaux se blessent régulièrement. La sylviculture rencontre aussi des problèmes. Des éclats d'obus sont incrustés dans les troncs d'arbres, empêchant l'exploitation du bois. L'impact de la guerre a été terrible à cet endroit-là. Si bien qu'avec les moyens techniques qu'on avait et humains qu'on avait après la guerre, les autorités ont jugé qu'on ne pourrait pas remettre en état. Et que c'était des zones dangereuses, parce qu'il y a encore des munitions partout. Et beaucoup de terres sont devenues incultivables. Un 210 allemand, par exemple, ou un 155 français qui tombe là-dessus, il va vous faire un trou de 2 mètres, 2 mètres 50, il va vous mélanger la pierre avec la terre, et puis tout ça. Donc voilà, nous après on a nivelé, les gens ont nivelé, on a remis en état. Mais vous voyez, toutes les pierres là, ça n'existait pas avant la guerre 14, il n'y avait pas de pierre comme ça, quoi. Lorsque vous avez un grand éclat d'obus qui arrive dans les machines, qui bloque les chaînes et trucs comme ça, ça casse tout, quoi. Donc vous perdez une demi-journée à réparer. Ça, c'est l'exemple type d'une conséquence de la Première Guerre mondiale qui n'a pas encore été rattrapée depuis la guerre, depuis 100 ans. Vous voyez, on n'a pas encore eu le temps de le faire. Cette zone-là, vous voyez, elle est impropre pratiquement à la culture. Noël
reste cependant optimiste. La guerre violente a certes tout détruit, mais la force de la nature et la bonne conscience humaine montrent que tout espoir n'est pas perdu. Quand on connaît les documents photographiques de l'époque après la guerre, sur ce lieu-là, où tout est dévasté, il n'y a plus un arbre debout. Il y a même des photos où on ne voit même pas un brin d'herbe, quoi. Le village est complètement rasé, on ne voit même plus de village, on ne voit plus rien du tout. On voit que des bosses et des creux, comme si on avait un paysage lunaire. Voyez. Donc quand on voit ça, et qu'on voit maintenant, quand on voit ces documents-là, et qu'on voit maintenant ce qu'on a sous les yeux qui sont le même endroit, on est quand même surpris de la capacité de la nature à reprendre le dessus, et aussi des hommes à travailler. Noël nous amène à la réflexion. Les hommes seront-ils prêts à faire des compromis et cesser de perdre leur énergie dans des conflits dénués de sens? Diese ganzen Überbleibsel vom Krieg, der sonst einem so weit entfernt vorkommt, weil es jetzt 100 Jahre her sind und hier ist es noch so, dass man das Gefühl hat, es ist wirklich noch was da und was übrig. Und deswegen finde ich es auch ein sehr lobenswertes Projekt, das zu versuchen, das zu bewahren und auch für die folgenden Generationen die Erinnerung zu bewahren. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. La chanson de Crane, reprise par un soldat inconnu. Elle s'est murmurée d'un bout à l'autre du front pour finalement symboliser le carnage du chemin des dames. On en a assez, personne ne veut plus marcher. Après les déboires des mois d'avril et mai 1917 et l'échec sanglant de l'offensive du général Nivelle au chemin des dames, 270 000 soldats blessés ou morts, les poilus reprennent aux Allemands le 25 juin la fameuse caverne du Dragon, devenue musée et l'un des hauts lieux de mémoire. Suivons Hélène et Oussoufa pour comprendre l'histoire de ce lieu. Je me trouve actuellement sur le chemin des dames. Ici même, il y a près de 100 ans, des batailles meurtrières ont eu lieu, faisant entre 100 et 200 000 morts. Dans cette région, des restes d'artillerie sont découverts quasi quotidiennement. Justement, près de la caverne du Dragon et du musée du chemin des dames, des munitions et des restes d'obus viennent d'être découverts. Anne Belloin, bonjour. Vous êtes responsable du site et vous venez donc tout juste de découvrir des obus. Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus et m'expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? Alors, c'est donc dans le cadre de l'extension du musée que nous avons fait une prospection pyrotechnique et sans surprise, on a retrouvé un certain nombre de munitions de la Première Guerre mondiale, pas seulement d'ailleurs, également des équipements allemands et français. Et donc eh bien, ici, ce que vous voyez, c'est un petit aperçu de ce qu'on a pu trouver sur ces 2 jours de prospection. Ce qui me frappe toujours, c'est à quel point la guerre est physiquement présente encore sur ce territoire, puisqu'il faut imaginer que certaines de ces munitions en fait, ont été trouvées à quelques centimètres de la surface du sol. On est à peut-être même pas 10 cm parfois, il suffit vraiment de creuser. D'ailleurs, lors de fortes pluies, les munitions réapparaissent au jour, tout simplement, presque spontanément. Et donc, ça m'inspire le fait que il y a effectivement 100 ans que la Grande Guerre a commencé, mais au fond, 100 ans, ça n'est pas très loin et c'est vraiment, d'une certaine manière, notre histoire toute proche. Il y a 100 ans, la terre absorbée, muette, du métal et des vies. Par ces obus rouillés, elle nous rappelle aujourd'hui que l'horreur de la Grande Guerre, c'était juste hier. Est-ce qu'on a des estimations du nombre d'obus qui sont tombés à l'époque et peut-être aussi du nombre d'obus qui restent encore à découvrir? Les démineurs parlent souvent de 30 millions d'obus qui ont touché le chemin des dames. Il y en resterait peut-être entre 5 et 6 millions d'obus. Ça donne évidemment beaucoup de travail pour les démineurs qui estiment à 7 siècles le temps nécessaire pour continuer la dépollution du sous-sol. Mais la vitesse d'un éclat comme celui-ci, on est à peu près à 1500 à 1700 mètres secondes. On est proche des 6000 km/h, 450 degrés Celsius, et c'est mortel jusqu'à 800 mètres du point d'impact. Je vous propose maintenant de retrouver Oussoufa, qui se trouve actuellement à 15 mètres sous mes pieds. Merci Hélène. Effectivement, je me trouve actuellement à 15 mètres sous terre, dans un lieu appelé la caverne du Dragon. Baptisée ainsi par l'armée française car à chaque tentative d'approche, elle était accueillie par des salves de tir tels qu'ils étaient comparés au souffle d'un dragon. Cette ancienne carrière de 3000 mètres carrés a été investie militairement de septembre 14 à octobre 18. Pour en savoir un petit peu plus, je vais rencontrer le spécialiste du lieu.
les Français donc vont habiter ce lieu du 14 septembre 1914 au 25 janvier 15. Les Allemands reprennent la position. Et à partir de là, ils vont s'installer à l'intérieur, fortifier le lieu, s'organiser. Mais les Français vont reprendre la position un 25 juin en 1917. Et là, les Allemands vont contre-attaquer. Et incroyable, à un moment, donc, dans le nord, vous avez des Allemands. Et au sud, dans cette carrière, là où nous sommes, vous avez des Français. Mais c'est quand même fou qu'il y ait eu des Allemands et des Français simultanément dans cette grotte. Effectivement, c'est ce que nous on appelle ici vulgairement la cohabitation. C'est-à-dire que vous avez des hommes derrière des murs, il y a une zone dans le noir, et derrière, quelque part, il y a un mur, mais avec des soldats allemands. On est à 15 mètres sous le sol, il fait 12 degrés, on est dans le noir. C'est des conditions de vie vraiment horribles. Oui, effectivement, et en plus l'air est mauvais, très raréfié, ils vivent dans la peur, l'angoisse permanente, le sol qui bouge, ça résonne à cause des bombardements aussi au-dessus. Donc ils sont dans la mort ici, voilà. On ne peut pas dire d'autre chose, ils sont dans la mort. Voilà une œuvre qui s'appelle donc les flambeaux de mémoire. Les carrés sur le sol représentent les champs du chemin des dames et toutes ces flammes qui sortent de ces champs représentent les âmes des hommes qui ne sont jamais rentrés chez eux. Alors raconte-moi comment c'était. C'était un moment vraiment fort, tu sais. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait de la guerre sous la terre aussi, pas que sur terre et dans les airs. Les repas pris en commun sont toujours un moment pour prendre du recul sur des reportages souvent durs et émouvants. Retour au travail. Les jeunes journalistes qui souhaitent se spécialiser en presse écrite affinent leurs articles et les postent sur le site web de l'Itinérance en complément des reportages vidéo et radio. Marie s'est intéressée à l'entrée de la Belgique dans le conflit. Le 31 juillet à 19h, le cabinet des ministres décrète la mobilisation générale. Les crieurs publics s'époumonnent, les hommes se pressent aux casernes. À l'intérieur, civils et soldats chantent. Peu croient à la guerre et tous pensent que si elle éclate, elle sera courte. À quelques encablures de la caverne du Dragon, reportage au village troglodyte de Pessy sur la ligne de front, dans la zone rouge. Il a été entièrement détruit. Pessy en contrebas d'un plateau où l'homme avait depuis toujours creusé des grottes. Thibaut et Kirsten sont nos guides. Pessy est un petit village troglodyte avec ses grottes creusées dans le calcaire. Jean-Pierre Breu est historien, il vit au pied de ces grottes que l'on appelle creutes et il en a exploré l'histoire. On constate ici qu'il y avait la présence d'une ferme qui est matérialisée par les mangeoires à chevaux, certainement un faible nombre. Ensuite, les soldats ont occupé, donc ont recreusé de nouvelles mangeoires et tout au fond apparaît la trace d'une destruction par une bombe de gros calibre que vous pouvez voir vers le ciel. C'est une bombe allemande qui a détruit la grotte lors de la Première Guerre mondiale. Les obus atteignaient en effet en permanence le village de Pessy. Donc, vous voyez que le village de Pessy était sur le front, tout en étant caché par le relief, et que la partie arrière où les soldats allaient en repos était située en général de l'autre côté de la vallée de l'Aisne ici. Pessy était donc un village de front. J'avais une fois, là, il y avait un gars qui est venu avec une grue. Il avait été tiré là-bas, il avait voulu faire un trou, ben, il avait une caisse de grenade. Il a trouvé. Eh oui, il l'a trouvé, il a dit, ben, embouche-le. Après, il l'a embouché, mais après, on l'a fait venir des gars exprès, et puis ils en avaient trouvé 5-6, et puis ils ont fouillé, mais ils n'ont plus trouvé. Mais je suis certain qu'il y en a encore. Lors de la guerre, la plupart des habitants de Pessy avaient fui devant les combats. Certaines creutes et presque toutes les maisons ont été détruites. À Pessy donc, le village a été reconstruit. Ça n'a pas été le cas partout. Certains villages n'ont pas été reconstruits du tout, non pas parce qu'ils étaient totalement détruits, puisque ceux-là sont également détruits, mais parce que les habitants n'ont pas souhaité éventuellement utiliser ce qu'on appelle les dommages de guerre pour reconstruire au même emplacement. Ils ont donc reconstruit ailleurs. C'est le cas par exemple de Crâne qui s'est déplacé du plateau, enfin de la pente jusqu'à un endroit plus bas. Puis il y en a bien d'autres. On a peine à imaginer aujourd'hui dans ces villages qui ont retrouvé leur calme que sur chaque mètre carré de terrain, c'est en moyenne 1 tonne d'obus qui est tombée sur ces communes de la zone rouge. 1 tonne d'obus dans un vacarme assourdissant.
Et précisément, lors de son passage à l'Historial de Péronne, Thibault avait réalisé un reportage radio sur les sons de la guerre. Radio Albert Londres. Imaginez que votre premier contact avec la guerre, c'est le bruit qu'elle fait. Quand la Première Guerre mondiale éclate en août 1914, beaucoup de soldats sont des paysans qui ne connaissent rien au fonctionnement des armes modernes. Ils entendent la guerre avant de la voir. Il était impossible pour les micros de l'époque d'enregistrer le vacarme de la guerre, d'enregistrer des milliers de canons qui tiraient en même temps, et donc on n'a aucun son authentique de cette période. La musique prend la place principale dans l'exposition. L'Historial voudrait raconter l'histoire de la Grande Guerre sans oublier l'arrière du front. À l'arrière, justement, des concerts caritatifs étaient organisés. Au moins 5% des recettes devaient être reversées à des œuvres de bienfaisance. La sérénade du pavé aux Français des blessés de Madagascar. Et puis la guerre a également influencé directement la composition de certains morceaux. Ça va jusqu'au point que, par exemple, Erik Satie utilise des coups de revolver dans sa partition. D'autres vont se contenter, si j'ose dire, d'utiliser par exemple le rythme des mitrailleuses, le tac-tac-tac, pour ponctuer leur partition. Radio Albert Londres. La guerre évolue, les armes évoluent. Quand les combattants s'affrontaient face à face sur le terrain, on pouvait estimer qu'on se battait à armes égales. Mais on a vu qu'avec les drones actuellement, on pouvait faire la guerre à distance depuis le confortable fauteuil d'une salle de commande. Ça fait réfléchir nos journalistes. Ce sont des guerres qui ne sont pas égales, ne sont pas égalitaires. C'est les États-Unis qui attaquent la Libye, bon, ils n'ont pas les mêmes moyens. Alors c'est les superpuissances qui écrasent les petits pays. Man muss sich nicht mehr gegenüberstehen, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Man hat überhaupt keine Hemmschwelle mehr irgendwann. Vielleicht vorerst sterben weniger Menschen, aber ich glaube in Zukunft werden immer mehr Menschen sterben, weil man immer mehr töten will, weil man überhaupt nichts mehr hat, das einen davon abhält. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que, certes, il y a des dommages, il y a aussi les drones sont parfois incontrôlables. Ils en perdent, ils ne savent même pas où ils ont atterri. Et après, c'est un choix, c'est aussi le choix, c'est ce qu'on disait de la société, de se dire est-ce qu'on est prêt à envoyer des hommes ou à envoyer des drones. Sur la route de Nancy, notre prochain quartier général, arrêt obligatoire au Fort de Vaux et à l'ossuaire de Douaumont. C'est impressionnant. En 1916, la bataille de Verdun, c'est 300 jours de combats effroyables. 26 millions d'obus tirés, 6 au mètre carré, et 300 000 soldats français et allemands portés disparus. L'ossuaire de Douaumont conserve les restes des soldats morts sur le champ de bataille. À proximité, le Fort de Vaux, un des hauts lieux de la bataille de Verdun. Français et Allemands vont s'affronter au corps à corps pendant 6 jours et 7 nuits, dans des galeries étroites, souffrant des obus, des lance-flammes, de l'air irrespirable et surtout du manque d'eau potable. Lorsque le fort est encerclé, le commandant Raynal a avec lui 500 hommes, un cocker et 4 pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs, des troupes combattantes comme les autres finalement. Pour en savoir plus, Alice a rencontré un colombophile. Retour de mission pour ce pigeon voyageur porteur d'un message. Les troupes colombophiles ont aussi leurs héros. Pendant 4 ans, près de 30 000 pigeons soldats étaient plongés dans l'horreur des tranchées. Cet escadron de becs et de plumes était utilisé dans la communication et l'espionnage par l'état-major français. Des volatiles recrutés au sein de l'armée pour leur capacité physique, un pigeon voyageur entraîné peut voler pendant 12 heures et parcourir jusqu'à 700 km. Nous, nos pigeons, ils sont très corpulents. Vous voyez, ils ont de la musculature, quelque chose de solide. Ils ont des grandes plumes. Ils ont des plumes beaucoup plus grandes qu'un pigeon de ville, ce qui leur permet de voler vite et longtemps. Malgré ces prédispositions naturelles, les pigeons voyageurs, civils ou militaires, recevaient une formation et un équipement spécifique avant de partir sur le front. Les pigeons étaient habitués au bruit, on leur faisait tirer de canons, de fusils auparavant. Depuis leur jeunesse, on les habituait au bruit de façon à ce qu'ils ne soient pas troublés par le combat, quoi. Donc là, vous avez le pigeon avec son petit tube dans lequel on mettait le message. Donc des petits tubes qui étaient fermés, comme ça le message était à l'abri de la pluie et il ne pouvait pas se perdre.
Les messages étaient envoyés à des colombiers fixes, situés parfois à 300 km des champs de bataille, mais également depuis des pigeonniers mobiles, appelés arabas, disposés près de la ligne de front afin de diminuer les délais de correspondance. Changement de décor. Aujourd'hui, dans le petit village de Mangienne, une cérémonie du souvenir un peu particulière. Les jeunes reporters allemands de l'équipe décident de faire ce reportage dans leur langue maternelle. Deutsche Soldaten marschieren am 10. August in einem französischen Dorf, gemeinsam mit Franzosen. Vor 100 Jahren erreichte der Erste Weltkrieg französischen Boden. In Mangienne im Norden des Landes fand einer der ersten Kämpfe in Frankreich statt. Deutsche und französische Truppen trafen aufeinander und hatten danach 363 Tote zu beklagen. Das kleine Dorf in der Nähe von Verdun organisiert seit 2011 jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung. Il faut des grands moments comme ceux-ci pour catalyser toutes ces émotions. Et donc, c'était important qu'aujourd'hui, à Mangienne, on commémore ce 100e anniversaire. Die Feierlichkeiten sind 2014 besonders. Bürgermeisterin Suzanne Pierret hat eine 27-köpfige Delegation der deutschen Bundeswehrreservisten eingeladen. Neben einer deutsch-französischen Messe stehen auch Friedhofsbesuche auf dem Programm. Wir sind eben eine ganz andere Generation. Wir haben die Schrecken des Ersten und Zweiten Weltkrieges gar nicht mitgemacht. Aber gerade deshalb, wenn man also hier über die Felder geht und überall diese Monumente sieht und wie viele Tote diese Kämpfe hier gekostet haben, das ist schon beeindruckend. Danach marschieren alle gemeinsam zum Gedenkstein, wo in einer offiziellen Zeremonie den Opfern von 1914 gedacht wird. L'assassinat à Sarajevo, ils en avaient entendu parler, mais c'était quelques lignes dans le journal local. Insgesamt kamen im Ersten Weltkrieg fast 3,5 Millionen Deutsche und Franzosen ums Leben. Es sollte noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg dauern, bis der Prozess der Versöhnung beginnen konnte. J'ai connu quand j'étais enfant des Français qui ne parlaient des Allemands que par le terme de Boche. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist das Wort Bosch eine Beleidigung des deutschen Erbfeindes. Heute wird es nur noch selten gebraucht. Ich fühle mich auch beschämt. Ne? Man kann das heute gar nicht mehr nachvollziehen, aus welchem Anlass damals diese Feindseligkeiten entstanden sind. Heute sind wir ein gemeinsames Europa. Wir haben eine gemeinsame Armee oder gerade jetzt hier in Frankreich die deutsch-französische Brigade. Wir arbeiten zusammen, wir trinken zusammen, wir sind Freunde. La rivalité qui pouvait exister s'est transformée en amitié. Et le fait que des Allemands soient présents aux commémorations, pour moi, est un aspect essentiel des choses et j'allais dire même tout à fait naturel. Doch unter den Gästen der freundschaftlichen Veranstaltung findet man auch noch Deutschland-Kritiker. Albert Michel gedenkt seinem Großvater, der 1914 in Mangienne kämpfte. Les Allemands, bon, je trouve que la guerre c'est une chose, mais faire ce qu'ils ont fait, c'est inadmissible. Oui, parce que là, quand ils ont brûlé les pilons, tout ça, et puis ils ont tué des civils, beaucoup là, hein, dans le coin, même en Belgique, par là, il y a beaucoup de civils qu'ils ont tués, c'est quand même pas... Donc faire de la guerre entre Soldats, je veux bien, mais là, c'est un peu trop, quoi. Die deutsch-französische Aussöhnung ist, wie die Verarbeitung des Ersten Weltkriegs, ein nie endender Prozess. Nos 3 minibus avalent les kilomètres pour rejoindre l'avant-dernière étape, Nancy. Et Metz aussi. Comment dissocier, en effet, ces deux villes si proches qui s'aiment et se détestent? La rivalité date surtout de la guerre de 1870, quand Metz est intégrée à l'Empire allemand. Après l'armistice de 1918, Metz redevient française, mais on lui fait payer cette défection. Depuis, les deux rivales s'observent du coin de l'œil. Une région, 2 départements. Infrastructure hospitalière ici, conseil régional là, université ici, pôle financier là, et la balle au centre, comme la gare TGV, en plein champ entre les deux. Mais mondialisation ou simple aménagement du territoire, les deux villes à l'avenir sont pourtant condamnées à s'entendre.
À 2 pas de Metz, à Sichazel, difficile d'ignorer la maison de Robert Schuman, transformée en musée. C'est ici qu'un week-end d'avril 1950, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères et en collaboration avec d'autres hommes d'État européens, a posé les bases et les conditions d'une paix durable en Europe en proposant de placer la production franco-allemande de charbon et de l'acier sous une haute autorité commune, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais retour en août 1914. Tout proche de Nancy, Vitrimont et la colline du Léaumont. Nous sommes au début de la guerre et c'est la première victoire de la France qui se déroule sur les pentes de cette colline. La France qui souhaite aujourd'hui inscrire ce site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sylvain, Maxime et leur équipe ont enquêté auprès des responsables du dossier UNESCO. Un classement UNESCO, bien ça signifie effectivement que nous devons présenter tout ce que nous sommes susceptibles de mettre à la disposition du plus large public. Il suffit que vous vous retourniez pour regarder ce site et vous comprenez que géographiquement, nous sommes particulièrement bien placés, historiquement aussi, puisque c'est un enjeu de stratégie de la guerre de 14 que de prendre le Léaumont. Au pied du Léaumont se trouve la nécropole de Frascati-Léaumont. C'est donc un monument à la gloire de ceux qui sont tombés ici et une nécropole dans laquelle nous comptons 3741 tombes. Pour ce classement UNESCO, tout le monde se mobilise. Si les démarches administratives prennent du temps, des actions ponctuelles se déroulent. Nous en avons l'exemple avec l'initiative de plusieurs écoles qui proposent aux enfants d'écrire des réponses aux lettres des poilus qui avaient écrit à leur famille. Hier, j'ai essayé de te téléphoner, mais ça n'a pas répondu. Je pense que tu combattais les Allemands. Je t'offre ce billet de 20 € pour que tu meurs pas de faim. Si tu n'es pas mort à ton retour, on fera la fête avec tous nos amis. L'UNESCO va permettre de s'appuyer sur un maillage important, un réseau d'information et un réseau qui est susceptible, et vous comprenez bien notre intérêt, eh bien c'est susceptible d'amener jusqu'à Léaumont, Frascati, à cette région de Lorraine, le plus grand nombre de personnes à qui nous pourrons présenter l'histoire de cette bataille de Lorraine. Nous espérons pouvoir déposer ce dossier au comité français à la fin de l'année 2015 et nous espérons que la France déposera à l'UNESCO en 2016. Si cela est tenu, ça nous donne une possibilité de demande d'informations complémentaires de l'UNESCO qui nous reviendra pour fin 2016-2017. Dès lors, on redéposera le dossier définitivement en 2018 et nous espérons être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO avant le 11 novembre 2018. Et puis, impossible de ne pas débattre autour du thème du journalisme, ce qu'il est devenu et ce qu'il adviendra avec l'usage des nouvelles technologies. L'idée, c'est de se rapprocher le plus de l'honnêteté du journaliste. Mais qu'au fur et à mesure de sa carrière, il va rencontrer différents obstacles qui vont essayer de le rendre un peu moins honnête. Voir des bâtiments détruits, voir des gens perdus, déjà ça dit tout quoi. On n'a pas besoin de voir des gens mourir à la télé ou en photo ou sur le web. Helen wäre ja sehr objektiv gewesen, weil sie gemeint hat, ja das Bild von dieser Frau, die so ein bisschen verrückt ist, die kann ich ja nicht nehmen, sonst denken alle Leute, die das sehen, in der Rasse sind die Leute verrückt. Je pense qu'on peut donner l'information d'une autre manière. Maintenant tout le monde a accès à toutes les images sur internet, etc. Et donc si les journalistes ne les montrent pas, ces images, on se dirait tiens, ils occultent l'information, pourquoi ils cachent ça, est-ce qu'il y a quelque chose... Donc les journalistes doivent le faire dans une certaine limite, on ne va pas non plus montrer des corps ensanglantés à tout va, mais il faut qu'ils apportent une plus-value, il faut qu'ils apportent une contextualisation, une explication. La seule chose qui évolue dans le métier de journaliste, ça va être ses sources, il va plus seulement aller sur le terrain, mais il va avoir d'autres sources comme Twitter ou Facebook. Finalement, les réseaux sociaux, oui, il y a une masse d'informations, une masse de contenu, comme tu disais, mais c'est pour moi plus du divertissement. Et c'est là qu'il y a le rôle du journaliste qui arrive. Son rôle, lui, c'est plus informer et pas seulement divertir, en fait. Darauf verzichten, dieses Bild zu zeigen. Und nicht alleine aus den Aspekten der Grausamkeit, sondern aus den Aspekten des Persönlichkeitsschutzes derjenigen, die darauf zu sehen sind. Je ne pense pas qu'on soit vraiment à une époque où le journaliste est complètement indépendant. Bonjour Strasbourg. Strasbourg, ultime étape de l'itinérance. La fatigue se fait sentir, peu de sommeil.
car en permanence sur le terrain. La première visite sera à Arte, la chaîne de télévision franco-allemande, une chaîne à vocation européenne créée en 1992. Les jeunes reporters y rencontrent et échangent avec le producteur de la série Des armes et des mots sur la guerre de 14. En 1914, l'Alsace était allemande. Comment les Alsaciens enrôlés dans l'armée allemande ont-ils vécu ce conflit ? Pour le savoir, je vais rencontrer Raphaël Georges, doctorant en histoire et spécialiste de cette période. Sur l'ensemble des Alsaciens lorrains qui ont combattu lors de la Première Guerre mondiale, on estime qu'ils sont pas loin de 380 000 à avoir combattu dans l'armée allemande et 17 500 pour la fourchette haute à avoir combattu dans l'armée française. Mais ça signifie donc qu'il y a une population, certes minoritaire mais non négligeable, qui a fait le choix de se soustraire donc à la mobilisation dans l'armée allemande et qui a décidé, en dépit de tous les risques que ça occasionnait, plutôt de partir et s'engager côté français. Une partie l'a fait dès le début de la guerre, donc n'a jamais combattu dans l'armée allemande. Une autre partie a déserté après avoir déjà passé quelques mois dans l'armée allemande et a attendu d'avoir un moment opportun de se trouver face à des lignes françaises pour passer du côté français. Il faut savoir que tous les déserteurs n'ont pas non plus décidé de s'engager dans l'armée française. Certains déserteurs sont restés ensuite prisonniers et ont décidé de rester volontairement prisonniers dans le camp français. Les 4 années et demie ont été très difficiles à vivre pour la population civile qui du coup a très bien vécu la fin de la guerre en tant que telle et par voie de conséquence aussi l'arrivée de ces soldats français qui venaient un peu les libérer de cette dictature militaire qui avait été mise en place par l'armée allemande en Alsace-Lorraine. Après l'armistice de 1918, l'identité de l'Alsace sera de nouveau mise en cause. En effet, de 1940 à 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Alsace sera de nouveau annexée par l'Allemagne. 2 jeunes reporters du groupe, Sylvain et Suzon, ont été nos envoyés spéciaux près de Colmar à l'invitation de l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, pour une grande manifestation d'une centaine de jeunes avec la visite des présidents français et allemands. Dimanche 3 août, à l'occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, une centaine de jeunes français et allemands ont remis au président des 2 pays un message de paix. Un jeune français et une jeune allemande ont chacun lu ce message dans leur langue maternelle. Afin d'élaborer ce message, les jeunes âgés de 16 à 22 ans se sont réunis durant 4 jours. Ils ont été sensibilisés au sujet de la Première Guerre mondiale et de sa mémoire et ont pu visiter des lieux de commémoration. Ces jeunes ont exprimé en parallèle leurs ressentis lors d'ateliers artistiques tels que le graffiti. Es war eine irgendwie spannende, aber zugleich auch ein bisschen erschütternde Atmosphäre. On peut dire que les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, donc ceux qui ont un certain âge, sont des piliers de la transmission de la mémoire. Donc en France, elle est très très répandue par cette génération-là. La question qui va se poser, c'est pour les plus jeunes générations, comment est-ce que les choses vont se faire? Parce qu'il y a 2 choses qui ont disparu. Il y a d'abord la présence des anciens soldats, le dernier est mort en 2008, et d'autre part, il y a aussi la proximité familiale. Quand c'était le grand-père ou l'arrière-grand-père, c'était assez facile d'avoir une sensibilité à 14-18. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Défi réussi pour l'Office franco-allemand pour la jeunesse, OFAGE, organisateur de cet événement interculturel qui s'inscrit dans leur philosophie. Man kann doch kaum sich erinnern, was war vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, ne? Und dann 100 Jahren. Aber wie es trotzdem jetzt ganz aktuell lebendig wird, wie man merkt, ja, es betrifft den einzelnen jungen Menschen. Ich bin wirklich sehr bewegt. On voit bien que la paix n'est pas une évidence, elle n'est jamais définitivement acquise et qu'il faut réinvestir à chaque génération pour les accompagner à prendre conscience de l'importance de la relation entre la France et l'Allemagne pour l'Europe. Les jeunes Français et Allemands travaillant ensemble ont montré l'exemple. C'est aux hommes politiques maintenant de le suivre et de préserver la paix. Et puis, petit scoop, nos 2 reporters ont réussi à interroger le président de la République, François Hollande. Monsieur Hollande, qu'est-ce que vous pensez de cette cérémonie et du fait que les jeunes soient présents? C'était très important. Si vous n'aviez pas été là, le symbole de l'amitié franco-allemande n'aurait pas été parfait. C'est vous qui allez transmettre. Vous qui n'avez jamais connu la moindre guerre sur le continent européen. Et vous devez la préserver. C'est pas si facile, on voit bien en ce moment, il y a des tensions. Donc c'est à vous d'être intraitable. Enfin, le dernier reportage sera bien entendu sur l'Europe, avec une visite exceptionnelle au Conseil de l'Europe. Yael nous fait partager cette rencontre.
1949, création du Conseil de l'Europe. Après 2 guerres mondiales dévastatrices, cette institution avait pour objectif la réconciliation des peuples. Distinct de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, dont le siège se trouve à Strasbourg, prône aujourd'hui la défense des droits de l'homme et la stabilité démocratique en Europe. Jeudi 14 août, les apprentis journalistes ont visité cette institution. Première étape de la visite, l'Assemblée parlementaire, un forum démocratique de débat qui réunit les 318 parlementaires des 47 États membres. Comme nous l'explique notre guide, 4 fois par an et pendant une semaine, l'Assemblée se retrouve pour discuter des grandes questions d'actualité qui préoccupent l'Europe. Le Conseil de l'Europe est également composé de 3 institutions indépendantes, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, le Commissaire aux droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme qui garantit à chaque citoyen européen une protection judiciaire. Deuxième étape, la rencontre avec Giuseppe Zafuto, le responsable de la division des relations presse. Comment est financé le Conseil de l'Europe? Comment devenir le secrétaire général? Le Conseil de l'Europe peut-il intervenir en Ukraine? Quelles sont les qualités requises pour travailler au service presse de cette institution? Giuseppe Zafuto a répondu avec enthousiasme aux questions des journalistes en herbe. Same time, as in every diplomacy, there is an overall negotiation in order to put pressure on a country that is not respecting Council of Europe standards. That is a very long procedure. Pour les jeunes journalistes, la visite n'aurait pas été complète sans la découverte du service audiovisuel du Conseil de l'Europe. Studio radio, salle de montage, web TV, régie et plateau télé, l'occasion pour les jeunes de s'improviser présentateurs. For what do you use the studio? We are using this studio for 2 purposes. It's our own content that we are doing. We are doing a weekly news journal. And then we also use it for journalists and television stations that want to broadcast from here. For me it's really interesting because I'd like to work in the Council of Europe as a journalist. L'Europe garde encore de nombreuses cicatrices de la Première Guerre mondiale. Mais 100 ans après, les jeunes journalistes ont pris conscience que le Conseil de l'Europe pourrait permettre aux 47 nations qui le composent de s'unir pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus. L'association Sur les pas d'Albert Londres permet ainsi à de jeunes Européens qui souhaitent devenir journalistes d'avoir une expérience sur le terrain. Ces jeunes proviennent de tous les horizons, mais n'ont pas toujours accès aux grands centres urbains où se trouvent les écoles de journalisme. Les concours sont très chers et souvent inabordables pour des élèves qui viennent, comme moi, d'une petite bourgade éloignée. Et donc pour nous, Albert Londres, c'est vraiment une possibilité de pouvoir rencontrer des professionnels, de pouvoir travailler en synergie avec eux et surtout d'avoir accès à du matériel de qualité, de pouvoir travailler avec et surtout de savoir s'en servir correctement au bout de 2 semaines. Moi, je m'appelle Hassan Youssoufa. Si je suis là, c'est grâce à l'association 1000 Visages qui m'a encouragé à aller vers mon désir de faire du journalisme. Elle m'a mis en contact avec l'association Sur les pas d'Albert Londres. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on est sur le terrain, on fait des reportages et j'espère pouvoir passer les concours de journalisme. Moi, je veux faire du son et donc en fait, l'itinérance, elle me permet d'aborder le son sous un autre angle, en fait, l'angle du journalisme. C'est différent, c'est super intéressant. Moi, j'ai la double nationalité. Kirsten et Asata sont allemandes et tous les 3, on fait partie du cursus de journalisme franco-allemand à l'université de Fribourg en Allemagne et à l'école de journalisme de Strasbourg. Et donc ici aussi, on travaille dans une équipe franco-allemande. Les meilleures récompenses des jeunes, ce sont les nombreuses retombées dans la presse lors de l'itinérance, les journaux, mais aussi la télévision qui s'est intéressée à leur travail. Tous font dorénavant partie de la grande famille des jeunes reporters de Sur les pas d'Albert Londres.